Le bar des supporters sur Maritima, bon lundi à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de BDS avec l'Olympique de Marseille qui a encore laissé filer quelques points en championnat. Match nul hier soir face au TFC, 2 buts partout. Karim Attab et Jacques Bail étaient aux commentaires bien sûr en direct sur Maritima. Ils sont à mes côtés aujourd'hui. Bonsoir Karim. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les gars. Quand je vous dis l'Olympique de Marseille a laissé encore filer quelques points en championnat, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Oui, littéralement, l'OM a concédé le match nul. Mais quand tu regardes la physionomie du match, l'évolution du score, l'égalisation pas miraculeuse mais exceptionnelle de Faris Moumbagna à la 96e, ton frère Clément Turpin, il pouvait pas l'annuler, donc il a sifflé à la fin, il était dégoûté, il est rentré, il n'a pas pris la douche. Donc tellement... Il y a des moments où tu fais match nul. Je me rappelle d'un match nul à domicile contre Strasbourg où tu prends un but, tu concèdes un but d'égalisation dans le temps additionnel. Le match nul contre Monaco où Vitinha rate l'immanquable à la 95e. Là, tu as la tête au fond du sac. Mais là, c'est toi qui égalises. Donc, c'est pas une bonne affaire. Mais après, voilà, Jaco va en parler. Il y avait... Alors, Jean-Louis Gasset m'a demandé si tu avais encore ta licence. Voilà, on ne sait jamais. Il m'a dit, on sait qu'il était gardien, il peut dépanner défenseur central. Donc, non, mais franchement, quand tu vois l'effectif aujourd'hui, peau de chagrin, voilà, c'est le moins pire des résultats, je dirais. Jaco, est-ce qu'il y avait la place de revenir avec autre chose que le point du nul, malgré les absences et malgré la fatigue, justement ? Oui, effectivement, il y avait la possibilité. Encore une fois, dans un match, il y a toujours un scénario. Le scénario d'hier soir, il est quand même assez spécial. N'oublions pas qu'ils égalisent une minute avant de rentrer au vestiaire à la mi-temps. Et je pense que si on était rentré avec 1-0 à la mi-temps, Toulouse était en difficulté. Peut-être que le match aurait été totalement différent. Paradoxalement, là, ils sont arrivés, ils sont revenus costauds, et nous, on était en difficulté. Après, je te le dis régulièrement, quand tu as ce scénario où tu égalises à la 95e minute, tu reviens avec le sourire, tu reviens avec un autre état d'esprit, en plus un but, excusez-moi les gars, exceptionnel, mais après, bien sûr, à chaud, tu critiques, mais quand tu vois l'équipe qui était alignée, sans faire offense aux joueurs qui sont alignés, Murillo, quand tu le prends, il n'est pas fait pour être titulaire. À la place, il y a Jonathan Klaus. Surtout qu'il y a 3 mois d'absence. Voilà, excusez-moi du peu. À gauche, il n'est pas prévu d'avoir Garcia. Parce que, normalement, tu as un Quentin Merlin. En défense centrale, normalement, tu peux avoir ou Mbemba Belerdi, ou Gigot, il y en a un. Et Meïté, bravo mon ami, c'est pour ça que je t'aime. Mais c'est catastrophique. Tu te retrouves à mettre Kondogbia pour pouvoir récupérer. Donc c'est difficile. Oui, on aurait pu faire mieux. Oui, les joueurs sont pas contents, parce que Verretou nous l'a dit, nous aussi. Mais après, si tu restes un petit peu la tête froide, je te dis les gars, c'est quand même pas mal. Alors Paolo Lopez, héros de la qualification des demi-finales face à Benfica avec un énorme match et un penalty arrêté. Et là, hier soir, héros malheureux avec une sortie aérienne plus que ratée et l'égalisation juste derrière. Oui, la sortie aérienne, sortie au 4e poteau, on ne sait pas. Alors bien entendu, dans le direct hier, on a insisté aussi sur le fait qu'il y avait le soleil rasant et que peut-être que la visibilité était peut-être moins évidente pour Paolo Lopez. Après, Pape Gueye a le droit de sauter un petit peu plus, même s'il y a un petit ascenseur de la part de Nicolas Hyssen. Pape Gueye, il fait 1m92, 84 kilos. Il peut quand même aussi gêner un petit peu plus, même si, moi je pense qu'il a joué la faute. Et avec Turpin, tu joues pas la faute. Voilà, c'est clair et net. Après, Lopez, il est pas bon non plus sur le deuxième, parce que ça nous rappelait tous les buts qu'on avait pris au premier poteau. J'ai oublié de te donner l'invitation de Clément Turpin. Il se marie, il m'a donné le fer repart, j'ai oublié de te donner. Donne-moi la date. Le 6 mai. Ah, je travaille. Allez, c'est bon. Non, mais bon, tout ça pour dire que Paolo Lopez était pas dans son match. Après, c'est ce qui fait que, ce qu'on disait, Paolo Lopez est un bon gardien. Mais c'est pas un top gardien. Voilà, un top gardien. Donnarumma est un top gardien.
Voilà, je sais pas, tu prends Alisson, c'est un top gardien. Manuel Neuer, malgré l'âge, c'est un top gardien. Ter Stegen, ce sont des top gardiens. Paolo Lopez est un bon gardien. Est-ce que ça suffira pour les aventures prochaines? Je ne sais pas. Mais bon, tu peux gagner la Coupe d'Europe avec ce gardien-là, quand même. Jaco, justement, c'est la question que j'ai envie de te poser. Est-ce que tu fais partie de ceux qui considèrent que Paolo Lopez, par-delà les qualités humaines, les qualités morales et les qualités d'équipier exemplaires qu'il peut avoir dans le vestiaire, c'est suffisamment régulier pour enchaîner une prochaine saison l'année prochaine, justement? Non, parce que, et Karim nous le répète régulièrement, attention, il a un contrat quand même, et donc pour pouvoir le faire partir, ça va être très difficile, mais si tu me demandes uniquement en question des choix, moi ça me convient pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui me conviennent pas. Les défenses aériennes, c'est catastrophique parce que on se rappelle régulièrement. Je me rappelle un but au Vélodrome contre Rennes où il n'a pas su reculer. Le nombre de fois où il dégage au point alors qu'il faut de temps en temps arriver à récupérer comme un félin et mettre le ballon au sol, ça fait souffler son équipe. Donc voilà. Après, il a fait quand même une belle partie contre le Benfica. Il nous a qualifiés. Est-ce que ça suffira? Pour moi, ça suffit pas. Voilà. Si tu fais l'analyse de la saison, alors hier soir, sincèrement, les gars, je pense que pour faire une erreur aussi grosse, il y a forcément le soleil. Et c'est pas innocent, parce que je disais à Karim, quand ils ont fait le toast, les Toulousains, ils ont toast, choisi... c'est le cousin, c'est ce que tu manges. Voilà. Et le toast, alors, comment dire, et le toast, c'est quand tu tosses. Voilà, excusez-moi, voilà, toast. Voilà. Non, toast. Le toast, voilà, le toast. Vous avez compris quand même, la pièce. Il se régale. Ça me fait plaisir de vous voir rire. C'est le prix. C'est lui, moi j'aurais rien dit. Moi j'aurais rien dit. Moi j'aurais rien dit. Mais lui, c'est pas bien ce que tu fais. Toi, tu m'aurais massacré. Donc, mesdames, messieurs, le toast. Voilà. Et à ce moment-là, ils ont choisi le bon côté. Parce qu'on a vu Jordan Verretou ennuyé aussi pour tirer le coup franc parce que le soleil était complètement et Guillaume Reste s'est chauffé avec une casquette. Mais oui. Et donc, tout ça fait que c'est peut-être aussi ça qui lui a permis, c'est à cause de ça, cette erreur, parce qu'il est sorti au 4e poteau. Voilà l'excuse que je lui donne. Paolo Lopez ou pas Paolo Lopez, est-ce que c'est la seule explication au fait qu'on ne revienne pas avec les 3 points de la victoire? Après les gars, voilà, il faut pas se cacher derrière ça, mais bon, Jaco a parlé de la composition d'équipe, on a quand même terminé le match encore une fois, et moi je trouve ça magnifique, mais dans un contexte normal, ça ne serait jamais arrivé que tu termines avec Kylian Abdallah et Ramen Daou. Oui. Voilà, que tu termines avec Kondogbia, défenseur central gauche, avec Pape Gueye qui colmate aussi sur le côté gauche, Luis Enrique, Correa était titulaire hier les amis, hein. Voilà, donc logiquement, c'était la dernière fois. Justement, un petit avis sur la titularisation de Correa. Je sais pas s'il a pris la douche aussi. non, on dirait un mannequin de chez Chanel. Non, c'est dur, c'est dur. Honnêtement, c'est dur. Et alors après voilà, hein, je ne me moque pas. Non. Mais je me demande, non, sérieux, je me demande ce qui s'est passé entre le joueur qui évoluait en Serie A, qui était pas aux portes de l'équipe nationale, qui était sélectionné pour la Coupe du Monde et qui a déclaré forfait quelques jours avant pour un problème physique, qui potentiellement aurait pu être champion du monde avec l'Argentine, qui a marqué des buts avec l'Inter, qui a marqué des buts avec la Lazio, qui a marqué des buts avec le FC Séville, qui a marqué des buts avec la Sampdoria de Gênes, et le joueur qu'on a nous aujourd'hui. Est-ce que pour lui le football est quasiment terminé? Mais je plaisante pas. Quand il y a, Jaco disait le mot qui correspondait vraiment à son attitude. Sur le terrain, c'est un accompagnateur. C'est-à-dire, quand tu vas faire le pressing, eh bien, il accompagne le joueur adverse. Quand il prend le ballon, quand tu le sollicites dans un espace, déjà, il lève la tête 3 fois avant de recevoir le ballon. C'est trop lent. Prise d'information, dirait Jaco. Oui, les informations, là. C'est les informations nationales. C'est catastrophique d'avoir une réaction. Et après, ce manque d'ambition. Quand il réalise ses dribbles, c'est trop lent. Encore un peu, il casse la table. Hier soir, il se rend pas compte. Mais chaque fois qu'il avait le ballon, bam! On aurait dit qu'il tapait sur la tête. Il est pas décoiffé, le garçon. Et en plus, c'est son attitude. Quand il y a un ballon aérien, il va pas au contact, lui. C'est pas grave. Il laisse le défenseur sauter. Voilà, il laisse le défenseur sauter. Et quand tu le perds, le ballon,
eh ben, il va pas le récupérer. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Jaco, Oui, mon Jean-Louis chéri. Gasset parlait souvent ces derniers jours de composition d'équipe expérimentale. Par-delà la titularisation de Correa, est-ce que globalement tu étais d'accord aussi avec les autres choix de Gasset? Mais je suis obligé d'être d'accord parce qu'on n'est pas à l'entraînement et il y a des joueurs qui sont fatigués, il y en a des joueurs qui sont éreintés de pas avoir débuté contre Dogbia. Ben tu te dis pourquoi, ben après tu comprends pourquoi. Il a sorti Aubameyang et Veretout, tu comprends aussi pourquoi, parce que Veretout il est cramé, Aubameyang à un moment donné il faut qu'il souffle aussi. C'est juste de la logique. Il respectait, mais c'était juste du bon mais sens. oui, de le mais c'est remplacer. juste du bon sens. Lui, il a un équilibre. Il peut leur dire à la fin du match, les gars, mais mercredi, j'ai un match. Dimanche, j'en ai un autre. Et comment je fais, moi? Mettez-vous à ma place. C'est des dilemmes à chaque fois. Alors après, il y a des timings. Nous, ce qu'on aurait souhaité, c'est de voir rentrer Mumbagna à la place de Correa plus tôt. Parce que là, par contre, tu as pas de souci. Mumbagna, il joue très peu. Et Correa, il joue jamais. Il est pas performant. À un moment donné, il faut lui faire comprendre que, allez hop, tu vas à la douche. L'expression, c'est tu m'as gonflé. Donc, je pense que à ce niveau-là, j'aurais fait différemment. Mais pour le reste, après, c'est trop dur. Il y a eu des avis hier soir dans le débrief de supporters qui disaient que justement, en observant les stats de Faris Mumbagna, il serait peut-être préférable de lui donner encore un peu plus de temps de jeu plutôt qu'à un garçon comme Iliman Ndiaye. Non mais c'est quoi un peu plus de temps de jeu? Est-ce que c'est le faire rentrer plus tôt ou le faire débuter? Franchement, hein, j'ai pas la boule de cristal. Si Faris Mumbagna est titulaire, il peut peut-être marquer avant. Par contre, il marque pas le but à la 96e. Hein. À mon avis, il est cramé. Donc, à un moment donné, il y avait, je pense, un plan de bataille qui a été mis en place par Jean-Louis Gasset. C'était donner à peu près 1h65 minutes à Aubameyang et faire rentrer Mumbagna. Mais ne pas avoir un Mumbagna fatigué avec un Correa. Je pense que c'est pas faire offense à Faris Mumbagna, qui a moins de talent que Aubameyang, mais qui marque des buts, et qui marque des buts improbables, qui a marqué 2 buts très importants en 3 jours, en étant, alors moi j'aime pas le terme, là, super sub et compagnie, mais bon, oui, il rentre du banc et il marque. Eh ben, si mercredi, il rentre du banc et il marque, dimanche, il rentre du banc, il marque, qu'est-ce que tu vas faire? À un moment donné, il y a des titulaires et des remplaçants. Aujourd'hui, on a des difficultés à jouer dans un système de jeu où on a 3 véritables attaquants. Là, à un moment donné, on n'avait pas Amin Harit, qui sera de retour mercredi parce qu'il était suspendu. On n'a toujours pas Ismail Assar. Iliman Ndiaye, on ne sait pas où il est passé. Correa, voilà. Luis Enrique, qui est un des moins mauvais quand même, parce qu'il travaille beaucoup défensivement, il donne son corps à la séance. Hein. Non mais voilà, après, pour marquer, oui, on sait qu'Aubameyang peut marquer et que Mumbagna peuvent marquer. C'est difficile de les laisser tous les deux 90 minutes sur le terrain. Karim, en tant que titulaire, mon attaque préférée, Sarr à droite, Aubameyang à gauche, et Mumbagna dans l'axe. Oui, mais si tu as des remplaçants pour les Oui, non, mais ouais. c'est ce que demandait Marc. Je pense que la véritable attaque, c'est celle-là. Et pouvoir avoir Aubameyang qui vienne sur le côté ou qui vienne dans l'axe, que Mumbagna puisse actuellement, pour moi, c'est la meilleure attaque. Malheureusement, encore une fois, tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire. C'est ça qui est paradoxal, c'est que à l'époque, quand il y avait Gattuso, tu pouvais donner ton avis en disant, mais le coaching, le fameux coaching, là, tu peux pas. Tu ne peux pas et on n'a pas le droit. Parce que, à l'intérieur de ce qui se passe, on n'en sait rien. Regarde, Chancel Mbemba. Et Chancel Mbemba, pourquoi il a sorti? Chancel Mbemba, il a le genou. Après Soglo, c'est la cheville. Et de partout, à un moment donné, il va te donner des réponses. Quand tu vas dire pourquoi il joue pas, il va t'expliquer et tu vas être obligé de fermer ton bec. Après, on rappelle qu'il y a eu cette fameuse belle qualification pour les demi-finales avec de la simplicité dans les jeux, avec des distances de marquage réduites, de la justesse technique. Est-ce que ça s'accompagne de fraîcheur physique automatiquement? Obligatoirement. Rappelez-vous quand même que le match, entre le match aller et le match retour de Benfica, il n'y a pas eu de match. Il y a eu un entraînement en public. Là, il fallait changer ton équipe dimanche avec des joueurs qui, pour la plupart, n'étaient pas frais, avec des joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu, pas de rythme, comme Garcia, Gay et Onana, qui étaient blessés depuis 1 mois, Onana. Et ensuite tu avais quelques jeunes. Donc, avec la fatigue, tu joues pas de la même manière. Là, tu vas avoir un match mercredi, tu vas récupérer des joueurs. Tu vas en récupérer.
Tu vas pas les récupérer dans une forme optimale, mais tu récupères petit à petit. Je pense que tu vas en récupérer un peu de toute façon, l'espoir, c'est d'avoir quasiment tout le monde pour le jeudi 2 mai et le match aller de la demi-finale contre l'Atalanta. Mais tu vas pas pouvoir récupérer Merlin, Mbemba, Klos, Sarr, le 30 avril ou le 1er mai. Ça sert à rien, ils pourront pas jouer le 2 mai. Donc il va falloir les réintégrer petit à petit. Gigot, on n'en parle pas. Parce que Gigot, il était suspendu hier. Mais il est... Franchement, il a des infiltrations de partout, le mec. Il a mal là, il a mal là, il a mal là. Et c'est un problème. À un moment donné, ce sont juste des hommes, quoi. Ils serrent tous les dents. On parle de Kondogbia, les dents serrées. On verrait tout. Il n'arrivait pas à marcher jeudi soir, les amis. Il était titulaire. Hein. Il fait pas un match catastrophique, quand même. Hein. Donc, à un moment donné, il faut quand même aussi reconnaître que nous n'avons pas été aidés, que les suspensions coûtent très très cher, mais que aujourd'hui, regarde, les deux jeunes, ils ont terminé le match dans l'équipe qui a ramené le point de Toulouse. Il y aura forcément quelque chose à dire en analyse de cette saison, parce qu'il y a eu des entraîneurs qui ont été en place, il y a des méthodes de travail qui ont été de la part de Gattuso, avec une méthode, la fameuse méthode à l'italienne qui lui appartient, avec beaucoup d'efforts fournis. On se rappelle certains... du surjeu, sans les fameuses substances italiennes. Certains joueurs qui disaient, ouais, mais il est en train de nous tuer, et tu les as tués, parce qu'évidemment, il y a des blessures, comme on a dit, où tu peux rien, hein, ça c'est absolument comme Meïté, à l'entraînement, ça arrive. Mais le nombre de claquages, le nombre de déchirures, les gars, à un moment donné, tu es obligé de te poser la question. Il y a eu trop, il a trop tiré sur la corde, j'en suis persuadé. Avec un stadium qui avait des couleurs un peu moins marseillaises que d'habitude, non? Ouais, un peu moins. Bon, après, et tant mieux, mais quand je dis tant mieux, quand on voit les incidents, on était... Vous étiez un petit peu au milieu, non, tous les deux? On était en Corbeil. Ah oui. Voilà, là, on était en présidentiel pour voir les incidents. C'est simple, on avait les Toulousains au-dessus et les Marseillais qui étaient en face à 20 mètres. Donc... après, voilà, je veux pas être là toujours à défendre les Marseillais, mais bon, quand ça commençait à invectiver, ça criait quand même du côté du dessus, c'est-à-dire des Toulousains, et jusqu'à preuve du contraire, même si nos amis de Prime Video ont annoncé que les barrières ont été jetées par les Marseillais, vu que les Toulousains étaient au-dessus, ce sont les Toulousains qui ont balancé les 4 barrières. Félicitations au mec qui a balancé la 4e, parce qu'il a fait un strike, et elle est retombée, pic, toute droite, donc elle était prête à l'emploi, on pouvait la replacer. Non, mais bon... Franchement, t'imagines, ça nous a... après, il y a eu les gaz lacrymogènes. Ouais. Voilà, hier soir, devant Ghost, je sais pas si je pleurais parce que j'étais ému ou si c'était le relent de lacrymo. C'était terrible parce qu'on est rentré, on avait mal à la gorge et ces événements aussi, les fumigènes. C'est là que j'ai vu que j'étais plus affûté, hein, parce que je suis rentré vite. Non, je t'ai vu. Tu m'as fait vraiment un sprint très, très, très bon. Mais par contre, c'est vrai, quand tu entends des choses, des bêtises pareilles, quand on te dit, ouais, c'est les Marseillais qui ont commencé, arrêtez-vous les gars, nous on était devant. Les Marseillais, ils étaient parqués, ils se sont pris des projectiles avant les barrières, il y a eu beaucoup de choses qui ont été lancées. Donc, à un moment donné, c'est pas faire offense aux Marseillais de se défendre, c'est normal. Après, quelquefois, ils ont essayé de monter au grillage et les CRS leur ont tapé dessus. Donc, c'est vrai qu'on était au cœur de l'événement. Je peux vous l'affirmer, ça, c'est sûr et certain. Et 15 minutes de retard pour le coup d'envoi, hein. C'est quand même, c'est pas neutre, hein. Toi, tu fais... bon, je vous prie de me croire, hein, s'il y a un retard de 15 minutes au Vélodrome par rapport à des incidents entre supporters, c'est le Vélodrome qui morfle. Hein. Au niveau comptable, l'Olympique de Marseille est 9e avant ce match en retard face à Nice. Les matchs face à Nice et Lens, ils seront primordiaux pour la course à la Ligue Europa. Oui, ça il faut en tenir compte parce que hier soir quand on parlait de l'Olympique de Marseille, on disait attention, on est à 3 points de Toulouse, ouais, sauf que nous on a déjà et il y avait aussi les adversaires qui avaient joué, il restait qu'un match après nous. Donc nous, on avait 2 matchs de retard. Alors 2 matchs de retard, ça ne signifie pas 6 points, pas du tout. Mais par contre, tu peux compter quand même, tu as le droit de compter au moins 4 points. Donc le match de Nice, ça va être quand même un tournant. Imaginons-nous les gars, et on a le droit de le penser ça, que tu gagnes contre Nice et que tu fasses un résultat contre Lens. Mais les gars, cette saison, moi je vous la pose la question. Est-ce que c'est une bonne saison ou pas? Mais obligatoirement. Non, elle est bonne que si tu gagnes la Ligue Europa. Voilà, non, mais dimanche soir, moi, qui ai critiqué jusqu'à présent,
si je suis au restaurant avec Pablo Longoria et qui me tire l'oreille et qui me dit alors, là, tu as vu qu'on a gagné ces matchs-là Jaco, au mieux, et qu'on est en demi-finale. Au mieux, tu peux être que 6e dimanche soir. Mais ça fait c'est rien. Pas suffisant. Et si tu gagnes l'Europa League. C'est pas la même, là. Oui, mais il peut me le dire. Mais les gars. Mais dimanche soir, s'il te tire l'oreille, il pourra pas te dire on a gagné l'Europa League encore. Parce que tu n'auras pas joué les demi-finales. D'accord, mais il te dit pour l'instant, j'ai encore le droit de me dire je peux faire une belle saison. Oui, c'est sûr. Mais pour ça, il faut gagner les 2 matchs de la semaine. Exactement. Voilà. Donc, mais par contre, évidemment, si tu viens à pas en gagner, si tu gagnes pas les 2 et que tu es éliminé, ben là, c'est moi qui tirerai l'oreille. La Ligue 1 et la Ligue Europa sont aussi importants l'une que l'autre au niveau des compétitions. Ou est-ce que, à l'heure où on se parle, il y a une des 2 compétitions qui a pris le pas sur l'autre? Ah, là, aujourd'hui, tu vois, ce qui était valable il y a 1 mois ne l'est plus aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, quand tu es à quelques jours de jouer une demi-finale de Ligue Europa, avec tout le respect que j'ai pour l'Atalanta, qui a encore gagné hier à l'extérieur et qui a un très très bel effectif, très bon fond de jeu, très bon tout ce que tu veux, mais bon, moi j'avais dit, Atalanta, Liverpool, Leverkusen, Milan, Rome, va en demi-finale, et après, il y a 4 équipes. 25% chacune. Pas plus, pas moins, qu'on me dise pas. Et oui, mais les Leverkusen, ils ont pas perdu encore. Ah ben, ouais, ils ont pas perdu encore. Mais bon, il va falloir qu'ils passent contre la Roma. Et s'ils sont en finale, contre l'Atalanta ou contre l'Olympique de Marseille, il va falloir aller gagner. Et là, je pense quand même qu'à ce moment de la saison, oui, n'en déplaise à certains, la compétition qui a quand même un peu plus d'importance que l'autre, parce que par le championnat, tu peux plus te qualifier pour la Ligue des Champions. Par la Ligue Europa, tu as quand même 2 très beaux objectifs. Gagner un trophée, ce qui n'est plus arrivé majeur depuis 2012, et moi je dirais depuis 2010 surtout, le titre de champion de France. Tu serais à jamais les premiers à gagner 2 Coupes d'Europe, et surtout... tu aurais Joaquin Correa dans ton effectif, puisque tu serais qualifié en Ligue des Champions. Je savais pas comment tu allais terminer, mais franchement, comme ça, tu aurais pu te... Mais là, tu te rends compte que dans 2 ans, si tu viens à gagner l'Europa League, mais dans 2 ans, tu parleras que du titre. Ce qui intéresse les gens, c'est le titre. Oui. Et finalement, c'est ça qui est le plus important. Tu commences une saison pour le titre. Tu viens à gagner ça, et ben, tu t'en rappelleras toute ta vie. Allez, avant de retrouver Bergame les 2 et 9 mai prochains, place au championnat cette semaine avec Nice et Lens. On aura l'occasion d'en reparler largement dans le BDS. Merci Karim Attab. Merci les amis. Merci mon Jacques Bail. Merci les gars. Belle fin d'après-midi sur Maritima et à demain 17h30.